Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d'une façon un peu banale, à la manière d'un roman de famille, dans cette pièce chaude et claire où se chevauchent les odeurs comme nulle part ailleurs, ce lieu de réunion où convergent quotidiennement les appétits, où bruissent les conversations et les silences, les cliquetis des couverts et les rumeurs des appareils électriques. Au centre, faite d'un dialogue bois-métal très contemporain, la table et ses 4 chaises assorties sont cernées par un judicieux agencement de placards à portes coulissantes, de buffets à tiroirs munis de ralentisseurs, d'un réfrigérateur américain encastré à double porte, d'un four auto-nettoyant à touche thermosensible, d'un quintet vitrocéramique avec sécurisation enfant, d'une hotte aspirante à 4 vitesses et triple niveau d'éclairage, d'un lave-vaisselle programmable et connecté, de 2 éviers attenants avec robinet classique et douche de rinçage, et de plusieurs alcôves où glisser robots multifonctions, tourniquets à épices, ustensiles divers, micro-ondes, cuits-vapeur, cafetière branchée sur l'appli express du smartphone, petit écran de télévision. Un plan récapitulatif des circulations sur 24 heures indiquerait avec évidence que la cuisine constitue le centre de gravité de la maison. C'est là que passe et repasse l'ensemble des occupants du logis. On vient s'y désaltérer, on s'y installe pour se restaurer, on y prend un encas sur le pouce, on s'y arrête pour papoter un instant, regarder la chaîne d'information en continu, y prendre parfois l'apéritif, y déballer les courses et y préparer les repas de chaque jour de l'année. La cuisine est à la fois cabine de pilotage, salle des machines et pièce de vie collective. Théâtre des amours et des conflits familiaux, elle est au cœur des existences, elle les jalonne, elle façonne l'architecture des journées, leur début, leur milieu, leur fin, et par ses fonctions élémentaires, l'alimentaire et le social, elle inscrit ses utilisateurs dans une norme rassurante parce que universelle. Donc ça commence ici, dans la confortable cuisine d'un pavillon cossu avec colonnade à l'entrée située dans un quartier résidentiel d'une ville de province. Odile Snout s'apprête à servir le bœuf bourguignon qu'elle a laissé mijoter la veille et qu'elle a repassé au feu ce jour. Odile Snout est une femme de 38 ans, blonde, aux cheveux épais, volumineux et légèrement ondulés, souvent détachés, parfois retenus par des élastiques, des pinces, des foulards, comme à présent. Ses yeux sont d'un bleu de lagune, ses cils longs et fins, son nez droit, son cou allongé donne à sa tête un port altier, les rondeurs harmonieuses de son corps ne sont pas sans générer de franches convoitises, tant de la part des hommes que des femmes. Odile est l'épouse d'Hervé Snout et la mère de leurs 2 enfants, Eddie et Tara, des jumeaux dizygotes âgés de 14 ans. Depuis 16 ans, elle est employée par la mairie de sa commune au poste de secrétaire de l'adjoint à la culture. Le dimanche ou pendant ses vacances ou même certains soirs, quand le programme télévisé ne lui dit pas trop, Odile s'adonne à la peinture sur toile, activité qui lui permet de se poser, de se concentrer sur autre chose, d'être un peu tranquille avec elle-même. Elle tente, en toute modestie, de marcher sur les traces des impressionnistes, d'entrer dans la couleur, de créer de la lumière. Elle reproduit des jardins de Giverny, des bords de Marne, des nymphéas. Et ça lui fait du bien, peu importe le résultat. Elle occupe pour cela une pièce chauffée dans une dépendance derrière la maison. Là-bas, elle est chez elle, dans son univers, avec ses peintres préférés, ses tubes d'acrylique et son chevalet. Hervé devrait être rentré depuis plus d'1 heure. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Odile a acheté un gâteau à la pâtisserie du centre-ville et 2 bougies en forme de chiffres, un 4 et un 5. De temps à autre, Hervé revient du travail un peu plus tard que d'habitude. Une réunion imprévue, un retard de livraison. C'est le lot de tous les responsables, chefs, entrepreneurs, directeurs, que d'être soumis aux vicissitudes de la hiérarchie. Lorsqu'on dirige, on dirige de A à Z.